Et nous, je t'ai expliqué ça. Sans te mentir, le M66 a amené beaucoup de gens dans la lutte, mais ils ont créé plus de dommages que de bien. On le sait bien. Déjà, ce qu'ils ont fait jusqu'au 28, si on s'était arrêté, faire une pause, reculer, pour voir les erreurs que nous avions faites et recadrer nos messages, et chacun est dans son rôle. Vous savez bien? Et chacun est dans son rôle. Là, on est bien. Mais moi, je vous avais déjà prédit que il y a activité. Bon, et nous, il y a par exemple là. Il faut regarder ça là, par exemple. Je t'ai dit que tout le monde il y a activité. Mais regarde. Autre jour, on va activité, mais problème de encore là. Ils vont revenir de temps en temps pour vous donner des lives. Ils ont créé et ils ont causé beaucoup plus de dommages. Selon moi, c'est une opinion personnelle. Que de bien. À quoi ça sert d'amener ces gens-là si on ne peut pas les éduquer? Nous avons attaqué Naweo. Et nous qui mis les dia, population qui mis les jimia pompona et les wagbo. Nous qui pas mis les dia pour y venir. Mais si amené Huawei do. Si vous qui togo vile moi je n'ai pas de problème. Et ouais virer, à tout va virer, à ou beret politique. Et nous qui nous watchons c'est le one. Ne à son nom mova et les beret politique moi même. Miamelo mila lia. La éduquer population à l'endome parce que public à l'ewagbo on laisse que l'indique la bon parce que blogueur oni quoi mi mateva black collar na mo forcer ne wa odo ko mu ona et nganya npa bo be foti yolo amoko lengo de menon oni politicien amoko black collar lengo de menawa c'est eux wa we ni problème mais c'est pas grave et nous nyare de catholiques meni bena au vulgariser et au lieu de continuer par parler d'eux nous on continue et on éduque les gens et nia et la Georgina bena si nous ken Paul ne wato wa pompona mo mais on va non décrédibiliser à moko les luttamo. C'est le mal qu'ils ont fait en essayant de décrédibiliser parce que c'était devenu quelque chose de concurrence alors que nous on n'était pas dans la concurrence. Vous laissez bien parce que ne amerebe ano honnête. Wabe vava et les ko tonazo et benene be biva ivu wa ezuan et bewa ke hozoa mila ke sodo anake gome allo anake pupo koreji na kobe ela bizo va ezuan al nani yemila te sonde titia est-ce que mila nani le funu quoi anokpo anu blame-moi mi po erreur ke nemi o mi pompo kurenti on laisse mer. Moi, je parle de cela parce que tu m'as posé cette question et nous avons cette responsabilité de donner une réponse honnête. Mais moi, je ne suis plus là-bas. Non, là, remarquez, moi, je suis revenu de l'éducation que je donnais, la sensibilisation que je faisais. Le train de la liberté est revenu dans cette sensibilisation que nous faisions. On peut rester ici et pointer le doigt du matin jusqu'au soir. On ne va aller nulle part. Moi, je vous ai dit, quand tout le monde va repartir dans leurs activités, seul le train de la liberté va rester et va maintenir le flambeau jusqu'à ce que nous ayons cette révolution. Nous allons continuer comme ça, par rééduquer, par redonner la confiance à ceux qui ont perdu la confiance, par encourager ceux qui ont perdu le courage, par fortifier ceux qui sont devenus faibles, et par en remettant aussi la peur là où elle était. Parce que avant le 6, le gouvernement avait tellement peur. Les contacts, c'était comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver du jour au lendemain. Et c'est ce que nous devons continuer. Parce que, ne va pas erreur de yen bloa.
La pauvre toi là, dia, ne peut me laisser ouvrir là. Ah, fort nejo là. Yato, mi cité là, Togovio mi cité là. On ne peut pas faire cette lutte en Togovio mi cité là, oui. Laissez-moi. Donc, c'est ça, Henri. Moi, c'est une partie de la réponse honnête que je peux te donner. Si je vais aller encore en profondeur, je serai obligé encore de dépenser les jours qui vont venir à essayer de corriger certaines choses. Et je ne veux pas le faire. Au sein de Henri. Monsieur Gomé, après sinon, réponse à ça me va tout d'après. L'économie, véridique. Deuxième question, il y a un pays, Egbea, à mes amis, le Olebonia de Berika. Nemia de Berika, Nema Pomposo, train de la liberté, tiens. Énergie que train de la liberté de dégager. Moi, je prends ça comme de la Nivakin. Nivakin, ça dit, Nivakin de Bédia, à mes potions, télé à Valeo. Et me dit, ma point, ça Nivakin que béni, à mes vers, mes tons, que béni, on télé à Valeo. Et m'y a été avancé. Bon, tu sais, Milate do Bereka facilement. Voir monsieur même les obligés là, nous n'y va qui n'en mettons. Je vais te donner un exemple. Monsieur Pobena, exemple qu'on a, comme au M106, ben quoi intime le yordolo. À quoi qu'il leur live, ben yo ben encore délégué la sorte pour parce que j'essaie d'éviter ça au maximum pour que on va non freiner mille n'y avait lutte. Mais non pas. Et nous collons blanc. Obéo le jibe fort nejo. Et le nia chamé agenda me be fort nejo. Allons d'ailleurs. Voir même il profiter le nia be avertissement à la population, pour le nia be éducation à la population. Ni le blanc be fort be jojo pe amso. Nia quoi bon. O ma de ole ko blami d'arrêt. Nous qui mpona mi koure Côte d'Ivoire, on nous dit là-bas que ces accords-là sont garantis par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et presque la France, l'armée française, et presque toutes les institutions qui existent. Maintenant, il faut sortir de ce gouffre-là. Ne ouais on le blona mauvais fort de la jo le prêcher fort la jo. Et on le tourne à mauvais na mieux à France Afrique ben que ni le blona moi djiradaï alors que à moi le tout chaque jour les confirmer na mia. Mais tu vas voir que il n'y a pas tamila en nos directions de Kamé. Mais ils ne sont pas intéressés à ça. On le quoi. Donc, il n'y a pas tamila deux messages de cas, c'est que il n'y a pas tamila non ligné à mes. Amédéa, peut-être à les ont calabado qui me fort joie. Ok. Alors, message qui va été prêché à et maîtriser les qui va la pompona molé qui fort la joie. Peut-être maîtriser les qui va pompona mon les qui est France Afrique, kudo les qui ou les exploiter tout quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas ce maîtrise là. Mais laissez là, laissez. Se fait-il que nous donnons des exemples, des infrastructures béninois. Et les Béninois continuent pas à crier sur talon et demandent son départ. Mais vous allez comprendre, il suffit seulement d'aller voir les nombres. À peine vous allez voir les nombres, vous allez comprendre que le développement d'un pays ou la pauvreté d'un pays ne dépend pas de l'infrastructure, mais des éléments qui donnent l'épanouissement de ce peuple. Il faut que soit le pays soit industrialisé massivement ou soit un pays de technologie comme Dubaï. Et quand ça se passe, quand le pays est industrialisé, il faut déplacer les produits. Il faut déplacer les travailleurs. Il faut satisfaire les travailleurs. Il faut faire manger les travailleurs. Il faut faire loger les travailleurs. Il faut déplacer les bureaux autour du secteur industrialisé. Forcément, vous allez avoir des gratte-ciel. Il faut des hôtels parce que les gens vont se déplacer, les gens vont venir en vacances parce que le pays là est industrialisé. Forcément, vous allez avoir des infrastructures de liaison.
Ça va lier les villes, les villages à la zone industrialisée parce que les gens doivent se déplacer pour venir travailler. Ce ne serait pas des routes seulement pour lier certaines villes, mais des routes et des rues de liaison. Automatiquement, quand les gens travaillent et le pays est industrialisé, il faut les protéger, il faut la santé, il faut prévenir. Ces sociétés viennent et exploitent des produits et doivent respecter certaines lois, les lois de l'environnement, les lois de l'emploi. Donc il y aura la santé. Par contre, si vous nous voyez ici présenter les infrastructures du Bénin et comparer ça avec le Togo, c'est parce que c'est des choses les plus faciles pour n'importe quel dictateur à mettre dans son pays, les infrastructures éducationnelles, les infrastructures routières et autres pour embellir le pays. Cela ne veut pas dire que quand un pays est beau, le pays est développé. Allez à Kigali, vous allez voir le Rwanda. Kigali, c'est tellement joli, vous n'allez même pas comprendre. Mais sortez un peu de Kigali, mais cherchez seulement le taux de pauvreté du Rwanda, alors qu'ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup de produits bruts, mais le pays n'est pas industrialisé. Allez au Congo, vous allez comprendre ce que nous disons. Certains de nos terres ne nous appartiennent même pas. Certains de nos terres appartiennent aux colons. D'où cette première vidéo que nous allons écouter. Et commencer par là. On commence avec le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous? Le Gabon, c'est un État souverain. Savez... Ah, c'est quoi, moi? Excusez-moi. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée Léon-Mba jusqu'au méridien de Nama, c'est un territoire français? C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. Et on se dit souverain. Donc il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent. Que du lycée Léon-Mba jusqu'au méridien de Nama, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation? Je suis partenaire social. Bien. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires. Vous avez, je n'ai aucun problème avec l'armée, je n'ai aucun problème avec la France, hein, mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise. Et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité. Ce n'est pas normal du tout. Donc, nous allons revisiter les accords. Et nous allons faire en sorte que l'armée française parte du Gabon de manière progressive. Donc le dispositif militaire français, vous allez le démanteler progressivement. Progressivement. Pourquoi? Parce que si nous sommes un État souverain, nous n'avons pas besoin d'une force étrangère au Gabon. Nous pensons être souverains, nous ne savons plus à quel niveau s'arrête notre souveraineté. Alors, je recommence encore. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée Léon-Mba jusqu'au méridien de Nama, c'est un territoire français? Vous voyez? C'est un territoire. C'est de ça que nous parlons.
Les Gabonais vont faire un défilé, aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui c'est le 16, le 17, sur un territoire français au Gabon. Ça veut dire que tu es dans ta maison, mais il y a une partie de ta maison, au centre de ta maison, qui ne t'appartient pas, tu as vendu ça. Les France-Africains, le colon connaît la forêt gabonaise plus que nous. Les produits qui sont dans le sous-sol gabonais, les Français connaissent ça plus que nous. Il y a une vidéo que nous vous avions montrée l'année passée où un touriste français est allé dans un village togolais où ils étaient pour filmer les gens qui creusaient de l'or. Ça dit que là-bas, il y a tellement d'or que ça vient dans la surface. Ça ne peut jamais se passer aux États-Unis. Cette personne-là serait arrêtée comme étant un espion. Jusqu'à présent, dans ce village-là, le gouvernement togolais n'a pas encore déclaré ce territoire-là un territoire qui contient des ressources minières pour prendre soin des villageois et envoyer beaucoup de choses. 100 000, ça suffit. Voilà. Merci là, les gens viennent de m'envoyer ça. Merci. Voilà ce territoire. On a trouvé de l'or! On est avec Brice, le meilleur mineur d'Agbandi. Brice, à ton avis, est-ce qu'on va trouver de l'or aujourd'hui? Merci beaucoup. Tu penses qu'on va en trouver? Ouais, on va trouver. Et Inch'Allah. Inch'Allah. Même quand on est mineur d'or, c'est qu'on creuse un peu au hasard. On ne sait jamais si on va tomber sur de l'or ou pas. Et là, les frères, ils ont creusé pendant 2 jours un nouveau trou. Ça c'est l'or, ça tu me dis? Vous pouvez voir l'or dedans, hein. Vous voyez des débris d'or dedans. Après avoir retiré les tas de terre du fond du trou, il faut aller tamiser tout ça. Ça, c'est au Togo. Hein. Si on peut creuser avec une pioche et trouver de l'or, imaginez ce qui se trouve dans le sous-sol. Ça, c'est à la pioche. Au Togo, je ne vous montre pas le Mali. Je vous montre le Togo. Je ne vous montre pas le Burkina. Ça, c'est le Togo. À Bangui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On a trouvé de l'or! Incroyable les gars! Regardez! Regardez! Regardez les petites pépites d'or, il n'y a pas grand chose, mais machallah c'est déjà bien! Tu vois là l'or? Tout ça c'est bien les gars. Les gars, on a trouvé de l'or. On a trouvé de l'or les gars. C'est de l'or. C'est de l'or. Le Togo, c'est la puissance. Ah, ciao, bonsoir. Vous voyez ce qu'il y a en jaune là-bas? Ça, c'est de l'or. Qu'est-ce que Texas? Les pays, les États qui ont du pétrole, les terrains là, il y a des gens qui se déplacent pour aller en Texas maintenant à cause quoi? De quoi? Du pétrole.
au Colorado à cause du pétrole. La ville, elle est développée. Les propriétaires terrains sont des milliardaires en dollars. Les villes où il y a du pétrole sont extrêmement développées. Le prix des maisons augmente. Le niveau de vie s'élève à cause de quoi? De ce qu'on a découvert. Un Français, un touriste français qui vient publier la découverte de l'or. Où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Où est le gouvernement togolais? Vous allez dire que, oh, ça c'est le Togo, mais la Côte d'Ivoire va mieux. Je vais vous montrer une vidéo de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Une vidéo de la Côte d'Ivoire. Simple, vous allez voir. Notre pétrole qu'on a dans notre sous-sol, c'est pas nous qui sommes bénéficiaires. Ça c'est la Côte d'Ivoire. De concession. C'est-à-dire on a concédé à des étrangers. Alors que Petrosi est là, a toute la technologie pour extraire le pétrole. Mais non, non, non. Ça, c'est pas bon. On concède aux étrangers et ils ont 85% de notre pétrole et nous, on a 15%. C'est des contrats, c'est des accords, c'est garanti par l'armée française, c'est garanti par la Banque mondiale, c'est garanti par le Fonds monétaire international, c'est garanti par tout le monde. Et donc, quand nous sortons le pétrole, ça va à l'extérieur. Et lorsque nous voulons avoir du pétrole à la société ivoirienne de raffinerie, nous sommes obligés d'aller acheter à l'extérieur. Et donc, quand on transforme et qu'on vend, évidemment, vous avez un litre de super qui dépasse les 8000, les 800 francs CFA. Voilà. Or, dans les pays qui sont maîtres de leur pétrole, le prix du pétrole, au Moscou, je vais tout le temps, c'est 250 francs. Tout taxe comprise à la pompe. Parce que c'est pour eux leur pétrole. Et c'est pas pour quelqu'un. Et avec ça, ils dominent le monde avec. Et à ses amis, ils font des prix bas. À ses ennemis, les prix montent. C'est ça l'économie moderne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'accords coloniaux, pourquoi les Gabonais sortent publiquement pour dire que nous voulons changer les accords, nous voulons renégocier les accords, nous voulons que l'armée française parte? Pourquoi? Hier, il y a encore eu tentative de coup d'État au Burkina, hier seulement. Pourquoi ils continuent? Pourquoi le Burkina, le Mali, le Niger ont renvoyé l'armée française, les autres, les colons? Et aujourd'hui, il y a 2 jours, le Mali a pu payer toute sa dette, comme Sylvanus Olympio l'avait fait pour nous. Pourquoi les Ivoiriens sortent et ils disent que le pétrole qu'ils ont, l'accord qui a été signé, les Français qui exploitent leur pétrole, ils sortent tout le pétrole, ils l'extraient et ils viennent leur revendre. Ils ne prennent que 15%. Les Français gardent 85%. Le pétrole, dans le pays où on sort le pétrole, on leur vend ça à 800 francs. Alors que les pays qui sont indépendants et qui ont contrôle de leur propre pétrole vendent ça à leurs habitants à 250 francs. Une différence de 4 et de 550 francs. L'année dernière, nous étions les premiers fournisseurs de pétrole au Gabon. Et c'est ça, c'est au Gabonais. C'est le président gabonais même qui l'avait dit. Hein. Non, c'est le Gabon. Oh. Les gars, c'est le Gabon. L'année passée, quel président était sorti pour dire que nous étions les premiers fournisseurs de pétrole? C'est le Gabon. Rappelez-moi, je ne veux pas... Oui, le Gabon. Les gars,
C'est le président ou bien le premier ministre ou bien qui était sorti dire ça officiellement, c'est le Gabon. Mais nos autorités nous ont toujours dit qu'on n'a pas de pétrole. On nous a toujours dit qu'on n'a pas d'or. Mais regardez, les habitants trouvent de l'or à la surface, à quelques mètres, en creusant avec des pioches. Je ne parle pas du Mali. Comment est-ce que nous pouvons développer le pays si nous n'avons pas contrôle de nos ressources? On nous a fait croire à l'école. Quand j'ai fait l'école primaire publique d'Abalepédo, quand j'ai fait le CG à Tipa, j'ai fait le Litoko, le campus de Lomé, ils nous ont tous fait comprendre qu'il y a 3 types de développement. Le développement social, le développement économique et le développement d'infrastructures. Et pourquoi ils l'ont fait? Pour qu'on se satisfait pas à pas du peu que nous avons. Quand on voit quelques gratte-ciel et quelques routes, on se dit notre pays est développé. Je regardais le live de Makosso ce matin sur la Côte d'Ivoire. Et il disait, les habitants de la Côte d'Ivoire sont intelligents, ils ne sont pas dupes. Ils savent que Ouattara leur a construit 4 stades, tels hôpitaux, des routes, des rues. Ils ne vont pas laisser Ouattara partir. C'est ce que le colon nous a appris. Quand vous avez de belles routes, de belles hôpitaux, des gratte-ciel, on s'en fout si 45% de la population est pauvre. On se contente de ça dans la faim. On est content. Les gens disent même que nous voulons aussi montrer notre pays aux gens. Ils ne disent pas que nous voulons que nos enfants mangent, que nos enfants restent dans le pays pour développer. Ils ne disent pas que nous voulons que nos enfants deviennent des docteurs dans le pays. Ils ne disent pas que nous voulons avoir des inventeurs dans le pays. Ils disent nous avons honte. Nous voulons aussi amener les étrangers chez nous. Et ou bien quand on fait des discussions, qu'on puisse dire que le Togo aussi est développé. Comment? La Côte d'Ivoire n'est pas développée. Le Bénin n'est pas développé. Est-ce que la Côte d'Ivoire et le Bénin sont plus jolis que le Togo? Oui. C'est pourquoi les Ozo se contentent de publier. J'ai vu un Zozo publier une route aujourd'hui parce qu'il a vu, j'ai dit hier, que le Togo n'a pas des infrastructures qui lient les villages, les villes. Il va dire merci PCR. Ça c'est une route. Je pense que c'est Kossi Zozo qui a posté ça. Voici une route d'un village. La question est de savoir ceux qui sont dans ce village, est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils boivent de l'eau potable? Il y a de cela en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il y a presque 5 mois que les habitants de la savane au nord du Togo, à 17 h, ont fait un rang très long dans la poussière avec leurs ustensiles par terre, attendant les sapeurs-pompiers pour venir leur donner de l'eau. Il est temps que nous changeons notre langage. Nous avons eu la chance de voir différents laboratoires. Il y a le laboratoire du Gabon, il y a le laboratoire du Kenya, du Népal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'AES, de la Guinée-Conakry, de l'Angola. On a beaucoup de laboratoires devant nous. Et on a un grand laboratoire que les chercheurs ont rassemblé depuis 100 ans avec des résultats. Est-ce que nous voulons aussi être un laboratoire ou bien nous voulons être déjà le produit des laboratoires que nous avions vus?
que nous voulons être? Qu'est-ce que nous appelons changement? Nous voulons devenir la Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire est un laboratoire. Nous voyons dans ce laboratoire aujourd'hui les Ivoiriens être battus, tués, arrêtés, enlevés, chassés, poursuivis. Le dictateur les avale, les mange. Le dictateur change la constitution contre le gré du peuple. Le dictateur reste comme il veut. Il décide de ceux qui doivent vivre et de ceux qui doivent aller en prison. Rappelez-vous, le procureur de la République, le procureur du Togo est sorti 2 jours après que le procureur de la Côte d'Ivoire était sorti pour dire exactement ce que notre procureur a dit. Et le lendemain, j'ai fait un live pour dire, vous voyez, j'ai joué ça, j'ai dit, vous voyez ce que la Côte d'Ivoire vient de faire. Ne soyez pas étonnés si vous voyez ça au Togo. Le lendemain, le procureur est sorti, il a fait la même chose. Il n'y a pas de différence entre le Togo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus jolie que le Togo, oui. Mais les gens ont plus faim en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Si vous pensez que le Togo va tellement mal et vous voulez un changement, il faut que ce changement soit systématique et systémique. Il faut que ce système qui ronge les pays africains. Vous avez vu ce que Emmanuel Macron a dit du Madagascar. On lui a posé la question de savoir si l'armée française est venue récupérer le président de Madagascar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a choisi plutôt d'avertir les jeunes qui sont dans les rues et de menacer leur vie s'ils touchent à la constitution que la France a imposée au Madagascar. C'est la réalité. Et ça, ce n'est pas 2 combats. C'est un seul combat. Dans les années 90, quand on était sortis, ceux qui nous ont aidés dans cette lutte, c'était les étudiants, les élèves, les chauffeurs, les professeurs. Un ami m'a envoyé une vidéo voilà ce poste de ce maître. Je vais vous lire ça. 13 octobre 1987, 13 octobre 2025. En mine de rien, 38 ans de carrière, enseignant dans un métier, dit-on, noble, mais ingrat. Le gars est mort, il a tout laissé, il n'a rien, il n'a pu rien réaliser. Regardez son visage. Il a fait combien d'années d'enseignement? 38 ans. Il n'a pas d'assurance santé, il n'a pas d'assurance, comment l'appelle-t-on, quand tu meurs là, pour tes enfants, a dit qu'il a donné 38 ans et il n'a rien récupéré. Ici aux États-Unis, quand moi j'enseignais, il ne faut même pas parler de l'université. Quand tu es un enseignant ici de l'école primaire, hein, on a un frère togolais, comment l'appelle-t-on, en Philadelphie, qui enseigne le Zumba en ligne et qui enseigne aussi à l'école primaire, ce que nous appelons kindergarten. Non, pardon. Comment on appelle ça? Attends. Mais il vit très bien. Il vit très très bien. Il a sa propre maison, sa propre voiture, il se déplace, il voyage comme il veut. Assurance maladie, life insurance, oui, assurance vie, merci. Il a tout. Elementary school, merci. Il enseigne au cours élémentaire. Il a tout. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'ai fait la seconde, il y avait un jeune professeur de mathématiques que j'avais. C'était un vacataire. Et c'est l'ami qui m'a envoyé cette photo-là qui me l'a rappelé. Il s'en fichait pas mal du proviseur. Le proviseur venait vouloir l'imposer. Ce qu'il doit enseigner, il lui dit non. Je suis un vacataire, mais si tu veux, tu peux me remplacer. Ces gens-là, c'est eux qui nous ont appris comment comprendre notre droit. Comment ne pas laisser les gens marcher sur nous, quelle qu'en soit leur autorité. Aujourd'hui, où sont ces étudiants? Les étudiants n'ont plus de valeur. Nous, même quand on était au CG à Tikba, pour notre bourse de 10 000, on a fait grève pour réclamer ça. Mais pourtant, on avait un directeur d'école. Et on l'appelait Golvi, j'ai oublié son nom. L'AD Kofi Ahlija Lolognon. Et on ne blaguait pas avec lui. On l'appelait Joe l'Indien. Chien méchant. Mais ça ne nous arrêtait pas de demander nos droits. Vous comprenez ce que je vous dis? Où est votre intégrité aujourd'hui? Les vacataires là, ils avaient une fierté. Le gouvernement de Gnassingbé et Adema pensait qu'il allait mettre tous ces jeunes qui étaient fraîchement sortis de l'université dans le vacatariat pour cacher le manque d'emploi. Mais ils étaient devenus ce qu'on appelle aux États-Unis ici un nightmare, une peine pour ce pouvoir. Ils nous ont poussés à la révolte. Ils nous ont enseigné nos droits. Ils étaient intelligents, ils étaient brillants. Où sont ces professeurs d'université aujourd'hui qui incitaient les jeunes étudiants à réclamer leurs droits? Ils sont où? Ces professeurs de droit surtout, d'économie, ces professeurs d'histoire qui nous expliquaient comment les colons continuent par nous dominer, continuent par nous exploiter. Comment est-ce que nous devons sortir de cette domination? C'est ça qui nous a révoltés, nous certains. C'est ça qui a réveillé certaines de nos consciences. Moi, déjà, à l'école primaire publique d'Agbalepédo groupe C, j'avais un maître qui s'appelait Petit Frère. Il avait un dent là, noir. Il s'appelait Petit Frère. Mais c'est lui qui m'a inspiré. Petit Frère, il était le plus respecté par le directeur Kurunlade. Le directeur Kurunlade était un chien méchant. Tous les maîtres se rabaissaient de lui. Mais Petit Frère, lui, ne se rabaissait pas. Il était à l'heure, mais tu ne lui parles pas comme tu veux. Tu ne viens pas donner des ordres dans sa classe comme tu veux. C'est sa classe, il est le maître. C'est ces gens-là qui nous ont inspirés. Au sujet à Tipa, j'avais un professeur de maths qui venait avec une mobilette là, il avait un pied. Il était un peu infirme là. Mais tu ne peux pas blaguer avec lui. Des gens comme ça nous ont inspirés. Où êtes-vous? Est-ce qu'on a encore des professeurs comme ça, des maîtres comme ça? Déjà à l'école primaire publique à Agbalepédo groupe C, j'étais déjà inspiré par Petit Frère. J'étais déjà inspiré au CEG. J'étais inspiré en seconde. Où êtes-vous? C'est à vous de vous lever. Ah, les gars, ils vont nous donner une restriction. Hein. C'est à vous de vous lever. Vous avez une certaine responsabilité d'éduquer la population, d'éduquer les élèves. Je me rappelle, il y a quelque chose que j'ai appris des 3 maîtres et professeurs
de l'école primaire au CEG, ils ne sont jamais pendant la récréation avec les autres maîtres et professeurs. Ils sont toujours avec les élèves. Et c'est là qu'ils nous parlent, ils nous racontent des histoires. Je me rappelle aussi, quand j'enseignais ici, j'étais toujours avec les élèves en temps de break. Les Togolais qui ont pris des classes avec moi le savaient. Je n'allais jamais avec les professeurs parce que j'avais appris cette indépendance-là et cette connexion avec les élèves. J'avais appris ça de ces trois hommes-là. Aujourd'hui, nous n'avons plus des élites, des intellectuels au Togo. Nous avons seulement des éduqués, des diplômés. Tu vois quelqu'un qui a un doctorat qui raisonne, tu penses qu'il a la tête à l'envers ou bien qu'il a oublié son cerveau à la maison. Hier, un zozo est monté chez nous et il dit: mais ça, est-ce que tu sais que le développement est relatif? Mais on parle de développement relatif quand il s'agit d'individus ou de groupes, hein, de personnes dans quelque chose de privé, avec leur propre but. Par exemple, quelqu'un qui a le BPC peut dire que j'ai réussi, alors que quelqu'un qui a le doctorat peut dire que je n'ai pas encore réussi. Ça, c'est relatif, d'accord. Mais quand il s'agit d'un pays, il y a les indices qui sont là, qui mesurent le développement d'un pays. Mais où est-ce qu'on a appris ça? On a appris ça du colon. Oh, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Togo. Oh, le Bénin est plus développé que le Togo. Alors qu'ils ont les mêmes problèmes. Problèmes de dette, problèmes de pauvreté, problèmes de... Il faut vraiment que nous nous ressaisissons et que nous changeons nos langages. Comment est-ce que nous définissons? Nous devons nous rééduquer nous-mêmes. Oui. Nous devons nous rééduquer nous-mêmes pour savoir communiquer avec le peuple togolais. Moi, hier, ça ne m'a pas étonné. Quand ce jeune-là était monté, il dit qu'il était en train de préparer quoi là, à publier un manifesto. Et il ne peut pas me dire ce qu'il attend de celui qui va remplacer Faure Essossément Miassingé. Et il dit que lui sera satisfait si le gars vient et il construit quelques routes et il arrange l'hôpital, il arrange lui, il va lui donner encore du temps pour évoluer. Mais pourquoi nous acceptons cette bassesse? La mauvaise vie vaut mieux que la mort. Alors que dans un pays développé, les gens vont mourir pour leurs droits. Les gens vont mourir au détriment. Et ils ne vont jamais prendre la mauvaise vie. Non. Ils vont mourir s'ils ne peuvent pas avoir la bonne vie. Ils vont lutter pour avoir la... Agbe Baragnon au cou. Virer Paul Loignon au des slogans, ça dit on a plus de slogans en Afrique, surtout au Togo, que n'importe quel pays. Et ces slogans-là, ces proverbes-là, sont pour cacher notre faiblesse, pour cacher notre échec, pour cacher notre tradition, pour cacher notre culture. Quand est-ce que nous allons nous lever pour réclamer nos droits? Quand est-ce que nous allons commencer par demander à nos autorités des résultats? Regardez le Cameroun. Le Cameroun est un laboratoire que nous sommes en train de voir. Et ne soyez pas étonnés que ça soit un coup de palais. Ne soyez pas étonnés que si Paul Biya parte, qui est un autre dictateur france-africain, qui va dire bonjour aux Champs-Élysées, et après, les Camerounais continuent la vie comme il était, et que ils font la chasse aux anciens, à l'ancienne minorité de Paul Biya, et maintenant s'installent comme la nouvelle minorité.
Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Nous pouvons voir clairement qu'au Madagascar, malgré que le peuple a réclamé le pouvoir, que la France fait un effort pour récupérer ça. Il faut seulement suivre le discours de l'homme fort maintenant. Un discours qui tend vers la France-Afrique. La Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés que si Ouattara part, qui est un coup de palais. Il faut que nous nous réveillons et que nous soyons vigilants. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, et Galilée a joué ça hier, mais ça a lu beaucoup sur ça hier dans le live de la Légion. La Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur de cacao. C'est la France qui exploite ce cacao. La France a implanté des usines de production de cacao en Côte d'Ivoire. Traite le chocolat, le cacao, produit du chocolat et revient pour les revendre aux Ivoiriens. Les Ivoiriens même quittent la France et achètent leur chocolat pour venir impressionner leurs frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Mais quand vous prenez les pays de l'Amérique du Sud, la Colombie, le Cuba, ils cultivent le tabac. Mais ils ont refusé de donner cette exploitation-là aux Américains et aux colons. Mais ils sont fiers. Ils ont des cigares qui sont les plus recherchés au monde. Tu vas en Afrique, tu veux aller chercher de la cigare, on te propose, hey, voilà, j'ai quelques rares cigares colombiens, j'ai quelques rares cigares cubains, est-ce que tu veux ça? C'est cher. C'est le plus cher. Tu vas en France, c'est la même chose. Tu vas en Belgique, c'est la même chose. Tu vas partout où tu vas. Quand est-ce que nous allons commencer à prendre soin de nos biens pour que nous puissions nous épanouir économiquement? Moi, le Togo, nouveau que moi je veux, je vous le dis, je vais vous le répéter encore. C'est que tout le monde... Déjà, un pays où il y a trop de cash, vous sentez la corruption. Parce que souvent, c'est avec des cash qu'on corrompt. On ne veut pas laisser des traces. Vous allez dans presque tous les pays africains maintenant. Tous les enfants ont leur carte bancaire et leur carte de crédit. S'il veut de l'argent, il va à l'ATM pour prendre de l'argent ou à la banque. S'ils veulent acheter quelque chose, ils utilisent M-Pesa, PayPal, des histoires comme ça pour faire des transactions. Ils ne se déplacent plus avec des cash. Au Togo, on n'a même pas le pouvoir de l'ATM. On ne peut pas aller, hein, les Togolais n'ont pas ce pouvoir-là, aller à l'ATM et prendre 500 000 francs. 100 000 francs, 50 000 francs. L'argent ne circule pas. Le changement veut dire que... Parce que ce n'est pas le devoir du gouvernement de partager l'argent aux gens. Ce n'est pas le devoir du gouvernement de donner des contrats aux gens. Les gens doivent lutter pour prendre des contrats chez le gouvernement. La majorité des routes dans un pays développé est construite par des compagnies qui s'installent parce que le pays est industrialisé ou la technologie est développée dans ce pays. Par exemple, les gens qui viennent pour exploiter le phosphate, ils viendront pour faire quoi? Quand ils mettent ils construisent leur industrie d'exploitation là-bas, ils sont obligés de construire
hein, des infrastructures de liaison pour pouvoir déplacer les produits qu'ils fabriquent à Kpémé. Et parce qu'ils vont habiter là-bas, parce qu'ils seront accommodés à Kpémé, ils vont vouloir traiter de l'eau, d'où l'eau potable. Parce qu'ils seront logés là-bas, il y aura des routes qui vont les amener au boulot. Parce qu'ils vont vivre là-bas, ils auront besoin des magasins, des stations d'essence, des supermarchés. Et mine de rien, vous voyez que Kpémé devient une grande ville et tous les gens à Lomé veulent aller rester à Kpémé. Et vous allez voir les gens qui vont exploiter les pierres et les marbres de Palimé, la même chose. Le clinker, même chose. Et vous allez voir, toutes les villes du Togo seront développées. Le manganèse. Nous sommes en guerre au nord, mais nous voyons nos produits bruts sortir chaque jour avec des tonnes de camions. Et nous, on est là, on souffre. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Quel est le changement que nous voulons pour nous? Le changement que nous voulons pour nous, ce n'est pas ce qui va nous impressionner. Il y a des gens qui sont aux États-Unis ici. Les États-Unis ont beaucoup d'infrastructures, mais ils sont pauvres. Ils sont sans abri. Sauf qu'il y a un système ici qui peut les faire sortir. Mais quand ils regardent les routes, les buildings et autres, là, ça ne met pas de l'argent dans leur poche. C'est le système qui a été créé qui va leur permettre de ressortir de leur pauvreté, de ressortir de leur sans-abri. C'est le système que nous allons créer au Togo qui va nous permettre de sortir de la pauvreté. Ce n'est pas l'argent que quelqu'un va nous donner. Si nous sommes arrivés à un niveau où les Togolais ne sont plus prêts à prendre la mer, la route, pour aller à l'étranger, là vous savez que le Togo est en train d'être développé. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez combien d'Ivoiriens prennent la mer chaque année. Les gars, nous avons une restriction, s'il vous plaît, tapotez pour qu'on puisse augmenter ça. Vous allez voir que ça ne dépasse même pas 300 parce que j'ai eu la restriction avant 300, donc le nombre là est resté là-bas. Donc tapotez, on doit forcer ça parce que je ne vais pas éteindre ça et recommencer quoi. Je n'ai pas le temps. S'il vous plaît, faites-nous cette faveur-là. Hein? Vous savez combien d'Ivoiriens sortent pour aller à l'extérieur? Combien d'Ivoiriens prennent la mer, le désert chaque année? Est-ce que vous le savez? Vous voulez demander aux Ivoiriens pour qu'ils vous le témoignent? Il y a trop d'Ivoiriens qui prennent la mer chaque année. Il y a trop d'Ivoiriens qui font des papiers aux gens. Regardez au Togo. Vous allez sur TikTok, telle personne fait des papiers pour le Canada, telle personne fait des papiers pour l'Europe, telle personne fait des papiers pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiants que les Togolais veulent sortir du Togo parce que ça ne va pas. Mais nous devons arriver à un niveau où les gens disent, c'est-à-dire, oui, quand vous voyez les années 80, moi je ne vois pas de différence entre Faure et son père, hein, mais je me rappelle que avoir eu des amis où les parents ne voulaient même pas qu'ils sortent du pays. C'est après les années 90 que les gens voulaient que leurs enfants sortent. Avant, les barons là même, leurs enfants fréquentaient avec nous. Avant. Vous êtes allé à l'école avec les enfants des ministres Assis, des ministres Agbetra, des ministres Corto, des ministres Laclé. Tous ces ministres-là, vous êtes allés à l'école avec eux, que ce soit à Plateau, Protestant, lycée de Tocoin. Vous êtes allés à l'école avec les enfants de ces barons. Ils sortent pour aller continuer les études au Sénégal, au Maroc, en Russie, aux États-Unis, en France, et ils reviennent pour travailler. Mais après les années 90, leurs enfants ne fréquentent plus même avec nous. Les enfants étaient nés au pays. Maintenant, les enfants des barons sont nés où? En France, aux États-Unis, dans un pays. Pourquoi?
ils se préparent s'il y a quelque chose pour que ces enfants-là puissent fuir. Parce qu'ils savent très bien que le pays ne va pas. Quand les femmes sont enceintes, elles prennent l'avion directement aux États-Unis. Elles prennent l'avion directement en France pour aller mettre au monde cet enfant là-bas. Et presque les enfants des barons ont tous leurs papiers. Ils sont réguliers. Parce que le Togo ne va pas. Et pour que le Togo aille bien, il faut que ta poche soit affectée. Moi, je dis, le jour que je vais rentrer au Togo, et que la dame qui vend à Imolo et qui est dans un loyer ne serait plus dans son loyer, ne serait plus... Je vais voir moins de Soldier Line. Parce que les Soldier Line, là, c'est pas le gouvernement qui construit ça. C'est les individus qui construisent ça. C'est les sociétés qui construisent ça. Pour louer. Quand je vais voir dans une maison où il y a de loyer, les gens ne se mettent plus en rang pour aller chier, pour se laver. Quand je vais voir les gens ne plus tenir des seaux et des marmites pour prendre de l'eau, quand les gens peuvent ouvrir de l'eau dans leur propre maison sans que personne ne le sache, quand s'ils veulent aller chier, ils peuvent rentrer dans la chambre. S'ils veulent se laver, ils peuvent rentrer dans la chambre. Là, je peux comprendre qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui affecte la vie du Togolais lambda. Nous devons être très vigilants pour que le Togo ne soit pas gabonisé. Pour que la Côte d'Ivoire n'arrive pas au Togo. Parce que nous avons vu tous ces laboratoires-là. Nous avons vu l'expérience qu'ils ont fait et qu'ils continuent pas à faire. Et toute personne qui vient nous dire de faire cette même expérience, nous devons les écarter. Ou bien les rééduquer. C'est très important. Cette lutte-là que nous faisons, elle est générationnelle. Si nous n'arrivons pas à apporter ce changement, c'est parti. Hein? Vos enfants vont faire cette lutte-là. Et vos enfants aussi vont faire des enfants, vont s'endetter, vont vivre dans des loyers et vont prier qu'un grotto épouse leur fille pour qu'ils puissent les sortir de leur maison. Vos enfants vont avoir des enfants et ils vont prier que l'un de ces enfants puisse sortir pour aller en Europe ou aux États-Unis pour les sauver. Ou poser des questions. Pourquoi? C'est-à-dire, je vois toutes ces vidéos-là, les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je ne peux pas faire d'affaires avec ma famille ou mes amis au pays. C'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, non. Parce que je sais que ça va nous créer des problèmes parce que ça ne va pas au pays. Je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un au pays pour me construire des maisons. Parce que si je ne suis pas là-bas, parce que je sais qu'il va en profiter pour construire une maison qu'ils n'ont jamais eue. Parce que ça ne va pas au pays. Je sais qu'il peut prendre mon argent pour essayer de faire des papiers pour venir me rejoindre ici parce qu'il pense que je suis au paradis. Et cette vérité, nous devons faire face à cette vérité et comprendre comment est-ce que nous devons faire cette lutte-là. Nous voyons tous ces gens-là qui veulent changer des accords. Que la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne ont eu avec leur ancienne colonie. C'est le courant d'aujourd'hui. Nous devons embrasser ça, éduquer notre population pour que cette population s'énerve. Si la population n'est pas énormément énervée, elle ne peut pas se lever pour faire partie de ce dictateur et ce système. À l'heure où je vous parle, vous pensez que Force se sent en danger et il est en Italie? Quand les dictateurs, les rois, les empereurs se sentent en danger, ils ne sortent pas. Ils voyagent avec sa maman en Italie, ils vont voir le pape, ils dînent avec le
pape prie sur eux. Ils reviennent et ils continuent leur crime. Notre port est là-bas. Nous vous avions montré les failles l'année passée de notre port. Des rapports de l'ITIE, des rapports de l'inspecteur général. Ça ne vous fait pas mal? Vous devez savoir ce que vous voulez pour vous. La lutte là, c'est pour vous-même. Ce n'est pour personne. Et quand tous les Togolais sont épanouis économiquement, et quand tous les Togolais seront épanouis économiquement, le Togo sera épanoui. Regarde, ce travail-là est très important. C'est la lutte que nous devons faire. La lutte ne doit pas être seulement le départ de fort. Non, nous avons eu ce laboratoire. Le président gabonais est parti. Regardez ce qu'ils ont. Gbagbo est parti. Regardez, ils ont Laurent et Ouattara. Regardez le Tchad. Regardez la Guinée-Conakry. Regardez le Rwanda. Regardez le Cameroun. Ces laboratoires-là sont là. Et regardez maintenant les pays de l'AES. Regardez ça. Cette lutte-là, ce n'est pas deux luttes. C'est une seule lutte. Je vous rejoue encore ces deux vidéos-là pour que vous compreniez exactement ce dont nous parlons. Parce que cette route et cette lutte-là, elle est existentielle. Hein? Ça va définir l'avenir du Togo. Hein? Regardez cette vidéo de Thomas Sankara. Regardez ce parcours. Nous vous avions dit ça ici. Le gars était sous une dictature, mais regardez les décisions que ce gars-là prenait. Maintenant à ce que vous découvrez l'immensité de l'homme, capitaine Thomas Sankara, révolutionnaire, panafricaniste, leader de la lutte anti-impérialiste. Donc, portrait du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, c'est dans ce commentaire de Mounira Kéré. Un nom surgit du cœur de l'Afrique de l'Ouest au début de la décennie 80 résonne dans la mémoire collective des Africains comme un symbole de courage, de dignité, d'intégrité et de liberté. Thomas Sankara, l'homme qui a rêvé d'une Afrique libre, fière et souveraine. L'homme qui a sacrifié sa vie dans le combat pour la libération du grand peuple des déshérités de ce monde. De son nom complet, Thomas Noël Isidore Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. Son enfance se déroule au gré des affectations de son père, ancien combattant de l'armée française, puis infirmier gendarme dans l'armée voltaïque post-indépendance. À Gawa, où il passe sa petite enfance, le jeune Thomas est très sensible aux inégalités sociales et aux injustices que vit son pays, encore marqué par les stigmates de la colonisation. Ses études primaires et secondaires se poursuivent à Bobo Dioulasso, au lycée Ouézen Koulibaly, où il forge déjà sa personnalité par une quête avide du savoir, soutenue par des convictions sociales fortes. À 17 ans, Thomas Sankara intègre le Prytanée militaire de Kadiogo, sur le site de l'actuel lycée Marienne Gwabi à Ouagadougou. Premier pas vers une carrière militaire qui va profondément influencer sa trajectoire politique et idéologique. Il poursuit ensuite sa formation à l'Académie militaire d'Ansira Bay à Madagascar entre 1970 et 1973. Là-bas, il est témoin de la révolution malgache qui balaie le régime pro-français néocolonial à la tête de la grande île depuis l'indépendance. À 24 ans, Sankara regagne sa Haute-Volta natale, puis est renvoyé en stage à l'école des parachutistes de Pau en France. La période est décisive pour le jeune homme qui fait encore face à ce qu'il appelle sa différence.
Convaincu qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance et révolté par l'injustice, Sankara est sensible aux idéaux de gauche et s'initie à la pensée marxiste-léniniste ainsi qu'à l'économie politique dans une perspective d'autonomisation. De retour de Pau en France, il est à l'initiative de la création du SENEC, le Centre national d'entraînement commando, basé à Pau dans le Naouri, dont il devient le premier commandant. Le jeune officier effectue dans la foulée un nouveau stage, cette fois au Maroc, au Centre des parachutistes de Rabat. C'est là qu'il rencontre pour la première fois Blaise Compaoré, avec qui il tisse et qui deviendra par la suite son adjoint au SENEC de Pau. Avec des frais d'armes, Thomas Sankara se rapproche des partis politiques d'obédience marxiste-léniniste qui militent dans la clandestinité pour le renversement de l'ordre néocolonial en Haute-Volta et la prise du pouvoir d'État. Très rapidement, il s'impose comme un leader parmi les jeunes officiers, prônant une lutte farouche contre l'impérialisme, la démagogie, la corruption et les inégalités sociales. En novembre 80, la Troisième République est renversée par le CMRPN, le Comité militaire de redressement pour le progrès national, dirigé par le colonel Seizerbo. En septembre 81, Thomas Sankara est sollicité par le CMRPN. Nommé secrétaire d'État à l'information, il fait sensation en arrivant à vélo à la première réunion du cabinet. Le jeune secrétaire d'État démissionne cependant avec fracas en 1982, en réaction à la suspension du droit de grève. Une démission pour divergence d'opinion, dit-il, qui se passe en direct à la télévision nationale et qui finit par un avertissement devenu célèbre, malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. En sanction, Sankara se voit retirer ses galons, mis aux arrêts et interné à Dédougou. Le 7 novembre 1982, le régime de Seizerbo est renversé par le Conseil provisoire du salut du peuple, qui mue par la suite en Conseil de salut du peuple, dirigé par le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara est alors libéré de sa prison, ramené dans la capitale et nommé Premier ministre. À ce poste, celui qui est surnommé le capitaine du peuple n'hésite pas à se prononcer ouvertement contre la relation néocoloniale que la Haute-Volta entretient avec la France, affirmant que lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Sankara est limogé le 17 mai 1983 et placé en résidence surveillée. Son limogeage déclenche des